Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct donc, du salon CIMA. Quelle place pour les robots dans l'agriculture du futur? D'ailleurs, est-ce qu'on parle des robots, des tracteurs autonomes ou des outils autonomes? On aura l'occasion de le préciser justement en compagnie de Roland Lenain. Bonjour Roland. Bonjour. Alors, tu es, puisqu'on se connaît, responsable de l'équipe Romea à l'INRAE, en face de toi, donc Virgile Melin, responsable marketing et communication de Lemken. Bonjour Virgile. Bonjour Jean-Paul. Et merci d'être là. Et juste en face, donc Colin Chavalier, directeur général d'Exact Robotics. Exact Robotics qui est une filiale d'Excel Industries. Voilà, bonjour. Le constructeur de pulvérisateurs qui s'est dit, oh là là, il faut accélérer sur tout ce qui est automatisme, robot, précision. Et Colin a la direction générale de cette filiale. Bon, on parle de quoi? Des tracteurs autonomes ou des robots, Roland? Les deux solutions sont possibles. Aujourd'hui, pour nous, en tant que chercheurs, puisque je suis chercheur en robotique, l'idée c'est de regarder si les robots peuvent permettre d'accompagner la transition agroécologique. Parce qu'aujourd'hui, produire autrement, produire différemment, ça veut dire qu'on va avoir besoin de plus en plus de main-d'œuvre, d'un travail qui est de plus en plus précis. Et ça, c'est difficilement envisageable aujourd'hui par rapport à la difficulté de recrutement, par rapport au niveau de précision, de répétabilité qui sont exigés. Et donc, ça nécessite de pouvoir réfléchir autrement. Et les robots peuvent être une clé, enfin un levier de la transition écologique de l'agriculture. Alors, tu es responsable de l'équipe Romea. C'est quoi Romea? Alors, ça veut dire robotique et mobilité pour l'environnement et l'agriculture. Donc, on est une équipe d'une quinzaine de personnes où on travaille sur le développement d'outils d'intelligence artificielle, d'outils de perception, de commande, d'intelligence artificielle, encore une fois, pour que les robots puissent reconnaître leur environnement et agir de façon précise, répétable, sûre, fiable. Est-ce que tu as vu le gros robot, enfin je ne sais pas si on doit dire robot d'ailleurs, qui est vert et bleu d'un côté, et Virgile il en est très fier? Totalement. Entreprise Lemken, avant tout on est des spécialistes en travail du sol semi. Présenter un véhicule agricole autonome sur ce CIMA, c'est une révolution pour nous et pour l'agriculture. Bon, il est original à plusieurs points. Il est original tout d'abord, j'ai l'impression qu'on est parti de l'idée que c'était l'outil qui était important et pas le tracteur. Totalement Jean-Paul, donc c'est effectivement ce concept-là. Comme je l'ai précisé, nous sommes des spécialistes, donc je vais le repréciser, mais nous avons développé en fait ce véhicule agricole autonome avec l'entreprise Krone. Nous sommes deux entreprises familiales, deux entreprises spécialisées dans leur domaine. Deux entreprises allemandes comme par hasard. Effectivement, deux entreprises allemandes. Ça c'est effectivement une force des Allemands de pouvoir travailler en synergie. Et nous, on a un savoir-faire, donc le travail du sol, le semis, Krone avec la fenaison. Et en fait, on se dit, un tracteur ou un robot, il n'y a plus la cabine, il n'y a plus l'agriculteur. L'agriculteur, il a un œil, il sait analyser, il sait si son outil est bien réglé ou pas, il connaît sa parcelle. Là, si on l'enlève du tracteur, qui va décider que le travail est bien fait? Donc, je sais pas, il peut aller contrôler ce qui est fait quand même dans les champs. Alors oui, totalement. Mais si on a un tracteur qui roule tout seul dans la parcelle, comment le tracteur va savoir que l'outil travaille bien? Donc nous, notre concept, avec notre Carat 10 futur, donc ce Carat 10 est équipé de capteurs, et en fait, nous, on lui incorpore un œil, voilà, des yeux, et donc lui va analyser le travail, il va pouvoir modéliser en fait la parcelle, et ensuite, il va pouvoir envoyer les informations au véhicule agricole autonome pour lui dire les réglages à effectuer ou éventuellement de réduire, accélérer la vitesse, plus ou moins baisser la profondeur de travail. Voilà, en tout cas, c'est l'outil qui envoie les commandes. Pourquoi il est si gros? Alors, c'est une puissance de 230 chevaux, donc ça correspond déjà au marché européen. C'est une capacité, je dirais, moyenne pour l'Europe. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a développé cette puissance-là. Et surtout, c'est qu'on a un relevage de 10 tonnes à l'arrière. Et donc, pour pouvoir justement respecter les masses, donc il fallait le concevoir ainsi. Bon, Colin, tu as été le voir sur son stand, tu as été le décrypter un peu ce robot? Alors, je suis passé rapidement, mais il faut que je repasse plus en précision. Avec plaisir. Mais c'est une très belle machine en tout cas. Et effectivement, pour rebondir sur l'outil plutôt que le tracteur, je partage. Chez nous, donc Exact Robotics,
on a introduit Trax, qui est un enjambeur autonome viticole, effectivement centré autour de l'outil. Parce que partir sur un modèle un petit peu disruptif dans le format de la machine, ça nous permet de faire une machine beaucoup plus compacte, beaucoup plus légère, et se concentrer sur soit des travaux du sol, et pour nous typiquement de la lame intercept, du disque moteur, de la tonte, soit de la pulvérisation confinée. Alors on a de la chance dans le groupe, on sait faire de la pulvérisation, donc on a de la technologie Technoma qu'on a pu intégrer dedans, et on se concentre sur l'outil avec la machine qui se fait la plus discrète possible, voilà, et qui va s'intégrer dans un parc existant de machines. Et donc notre enjeu, c'est comment on hybride petit à petit un parc matériel existant. Voilà. Et vous êtes parti sur la vigne parce que la valeur ajoutée et la rentabilité étaient d'abord sur la vigne. Voilà, et puis c'est un marché qu'on connaît très bien, on a un réseau de distribution, Mais on a un savoir-faire de fabrication de tracteurs. La grande culture aussi. Bien sûr, mais les cas d'usage en grande culture aujourd'hui sont moins matures, sont moins testés, les modèles d'affaires sont moins clairs. Et il est clair qu'aujourd'hui, dans le viticole, il y a une attente forte aujourd'hui. Et vous, Virgile, vous êtes parti sur les grandes cultures et pas sur la viticulture parce que vous n'y connaissez rien en viticulture. Alors, c'est pas notre domaine. Voilà, très clairement. Quel regard porter sur l'analyse comme ça de ces robots ? Ce qui est intéressant, c'est de voir déjà qu'on accorde une grande place au positionnement de l'agriculteur par rapport à ces technologies-là. Et il faut vraiment voir la robotique comme une technologie qui va permettre de libérer l'agriculteur plutôt que de l'asservir. Pour nous, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et l'avènement des technologies robotiques, ça permet vraiment de libérer l'agriculteur des tâches qui sont pénibles, qui sont répétitives et qui vont se multiplier dans un avenir proche, puisqu'on est en train de mettre en place de nouveaux itinéraires culturels. Et donc toutes ces innovations technologiques-là, qu'on voit dans les deux exemples qui nous sont donnés aujourd'hui, ils reprennent vraiment cette idée de garder l'agriculteur au cœur du système de production. Le Trax, vous en avez déjà vendu ou pas encore ? Alors aujourd'hui, on l'a loué jusqu'à présent, et là on démarre la commercialisation en pré-série, effectivement. D'accord. Donc c'est parti, c'est pas un concept. Ah non, c'est pas un concept. Alors que Virgile, c'est un concept. C'est encore un concept. On ne peut pas l'acheter. Pas encore. Et on ne connaît même pas le prix. Alors le prix, ça sera le même prix qu'un tracteur de 230 chevaux disponible sur le marché. Donc il n'y a pas la cabine, il n'y a pas le câblage, il n'y a pas toutes les commandes, mais il coûte à peu près pareil. C'est ça. D'accord, ok. Et quand ? D'ici quelques années, l'objectif, c'est commercialisation en 2027. Et c'est sûr qu'il sera commercialisé ou c'est un concept ? Parce qu'on a vu le NH2 de New Holland, il n'est pas dans les champs encore. Hein. On travaille vraiment conjointement avec la société Krone et dans l'objectif de le commercialiser. D'accord, ok. C'est l'objectif. Ça, c'est une réponse à droite. Globalement, on va aller vers quoi ? Quelle va être la position justement des tracteurs autonomes ou des robots dans l'avenir de l'agriculture ? Comment vous le voyez ? Il y a le problème de la main-d'œuvre et après, jusqu'où ? Alors, je pense qu'il faut... l'amorce du marché, c'est sur des sujets très concrets. D'un côté, on aborde deux sujets assez différents par la même machine. L'arrêt du glyphosate en viticulture, comment je travaille mes sols, comment je travaille sous le rang. Et ça, aujourd'hui, je pense que les viticulteurs touchent le bout de conduire pendant des heures et des heures des tracteurs de façon très précise dans des rangs. Et là, il faut qu'on leur amène quelque chose pour gérer cette pénibilité. Alors, il y a la pénibilité et la rentabilité. C'est-à-dire, est-ce que le cerveau de l'agriculteur qui peut faire plein d'autres choses à plus grande valeur ajoutée, est-ce que vraiment il a besoin de conduire ? Il n'a pas forcément besoin de conduire, effectivement. Enfin, juste, je reviens parce qu'il y a une deuxième fonctionnalité qui, pour nous, est très concrète, sur laquelle il y a une attente importante, c'est la pulvérisation. Je pense notamment avec les problématiques de DSR et de ZNT, donc proche des cours d'eau, proche des habitations. Et aujourd'hui, amener une toute petite machine avec de la pulvérisation confinée, c'est une réponse très concrète aux enjeux des viticulteurs pour la protection des riverains et la protection des opérateurs. Et on pourrait dire aussi que le robot, pour pulvériser, ça peut être aussi une façon de protéger le conducteur. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Ouais, je dirais il y a un autre enjeu aussi, c'est qu'à partir du moment où c'est des robots qui font le travail, on peut pulvériser d'autres choses que des produits phytosanitaires. Et les produits de biocontrôle, par exemple, vont nécessiter un plus grand nombre de passages. Et à partir du moment où c'est un robot qui le fait, ça facilite l'avènement de ces nouvelles technologies-là, en plus du volet confiné. C'est le robot qui doit s'adapter à l'exploitation ou c'est l'inverse ? Il y a les deux. Il y a les deux. Voilà, on va poser quelques questions simples, mais qui vont permettre c'est une bonne question. de défricher. Aujourd'hui, c'est plutôt pour nous
L'enjeu pour nous, c'est de quelque part de trouver les exploitations qui sont compatibles. Il y a quelque part un profil du bon premier client. Et quelqu'un qui est très très pressé à avoir un robot aujourd'hui et qui veut le laisser travailler toute la nuit, c'est pas forcément pour nous le bon partenaire pour travailler sur les démarrages et les premières années. Très concrètement, ça peut créer des frustrations, mais il faut l'assumer. Après, c'est comment on l'intègre dans le parc matériel. Le viticulteur, il a déjà des outils, il a déjà des habitudes. Et là, le robot doit s'adapter aux outils. Si on impose des outils, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Ça, c'est un point qui est très clair chez nous. C'est-à-dire qu'il faut accepter. Mais on sent que. Enfin, il y en a encore des pure players qui sont avec des outils spécifiques, mais on sent que quand même la tendance va vers des outils de la ferme habituelle. Vous partagez ? En fait, il y a les deux points de vue. Il y a d'un côté un point de vue très automatisation de machines, et donc où on est dans la continuité de ce qui se passe avec les systèmes d'assistance à la conduite. Et là, on est sur une robotisation de concepts qui existent déjà avec des itinéraires culturaux qui sont bien établis. Et d'un autre côté, il y a d'autres concepts avec peut-être des robots de plus petite taille, avec des outils qui sont peut-être spécifiques à la robotique, où là on est plus dans l'étude de nouveaux itinéraires culturaux qui sont adaptés aux capacités des robots et la façon dont on développe les robots pour faire une nouvelle agriculture. Mais c'est deux points de vue qui sont séparés mais qui ne sont pas antinomiques, parce qu'en poursuivant des caps de long terme, on arrive aussi à avoir des innovations technologiques de court terme, y compris sur des machines qui sont conduites manuellement aujourd'hui. D'accord. Dans la vision entre robots et tracteurs autonomes, qui va gagner ? Moi, je sais pas. Les deux vont se développer. En parallèle ? Les deux vont se développer. Et Jean-Paul, et si on parlait de véhicules agricoles autonomes et non de robots ou de tracteurs? Ah oui. Et ça change quoi ? C'est justement le concept que l'on propose. Ah oui, c'est le troisième. Donc il y a trois voies. Il faut nous expliquer là. Ouais, la troisième voie, c'est quoi alors, en clair ? Justement, le véhicule agricole autonome, c'est complémentaire au tracteur et au robot. Mais vous, c'est un robot que vous proposez ? Non, c'est un véhicule. C'est-à-dire, il va y avoir quoi en C'est un plus ? véhicule automatisé D'accord. pour l'agriculture. D'accord. Mais ça veut dire quoi de façon concrète ? D'une manière concrète, Oui. c'est la machine, c'est l'outil qui pilote la machine. D'accord. C'est un outil autonome. C'est pas exactement ça. Mais il faut que vous soyez plus précis. Non, c'est vraiment c'est l'outil qui envoie les informations Ouais. et c'est l'outil qui va envoyer les commandes au véhicule. D'accord. Un peu le parallèle de ce qu'on a vu avec les presses qui pilotaient les tracteurs via l'isobus. Totalement. Et la fonction team. D'accord, ok. Oui, vous partagez cet avis aussi ? En fait, effectivement, in fine, ce qu'on doit faire, c'est des tâches agricoles, des tâches agronomiques. Donc, in fine, ça doit être l'outil qui doit piloter l'ensemble. Plus exactement, c'est la finalité agronomique, agricole, écologique, qui doit piloter l'ensemble du processus robotique. Mais après, qu'on l'appelle véhicule autonome, qu'on l'appelle tracteur automatisé ou qu'on l'appelle robot, à la fin, c'est des fonctionnalités qui doivent être remplies, différents comportements robotiques qui doivent pouvoir faire le job et donc réaliser des tâches, quel que soit le type de sol, quel que soit le terrain d'évolution, quelles que soient les conditions climatiques. Et ça, c'est quelque chose qui est important qu'on arrive à faire et qui est encore difficile aujourd'hui à appréhender par les outils robotiques. Par contre, effectivement, on voit bien que là, on commence par des actions très concrètes parce qu'il y a des besoins précis. Et donc, finalement, la machine, le robot, le tracteur autonome, on va lui demander finalement de faire juste sans le chauffeur, mais aussi bien et si possible moins cher. Par contre, ça, assez c'est vite. pas sûr, hein. Ça, c'est pas sûr encore. On va, parce qu'on va libérer du temps aussi. Hein, ah oui. Faut pas l'oublier. Les itinéraires techniques vont évoluer en fonction de ces nouveaux types de machines. Et je pense notamment avec des machines qui vont être plus légères. On va passer sur des sujets de désherbage en vigne, on va passer plus régulièrement, plus en surface. Et donc les itinéraires techniques, eux, ils changent. Il faut du temps pour créer ces référentiels. Et donc on va voir ces types de machines évoluer et leurs usages évoluer sur les prochaines années. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que les robots, en passant plus fréquemment, vont être plus petits, donc plus légers, moins compactés. En tout cas, c'est un objectif absolu, c'est clair. Très clair, ouais, là-dessus. L'énergie sur les robots, pourquoi il fonctionne à quoi votre robot ? Alors à ce jour, donc on a un moteur diesel. Donc ce moteur diesel en fait alimente donc une génératrice et la génératrice en fait va alimenter d'une manière électrique la transmission, la prise de force. Mais clairement pour l'avenir, en fait, on l'a fait d'une manière modulable pour incorporer de nouvelles technologies dans le futur, soit de l'hydrogène ou pourquoi pas de l'électricité.
D'accord. Le vôtre? Alors, on a fait le choix d'un moteur thermique, moteur thermique diesel. Et parce qu'aujourd'hui, on souhaitait apporter une seule innovation, qui est celle de l'autonomie, et pas apporter la deuxième innovation, qui est celle d'une transmission électrique avec une énergie renouvelable. On pense que c'est aussi un sujet très rassurant pour les clients, parce qu'ils peuvent maintenir leur machine et ils ne bouleversent pas tout d'un coup. Alors évidemment, notre recherche et développement travaille sur les énergies alternatives, etc. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Alors, Roland, l'avenir, c'est quoi? Électrique dans le robot? Moi, j'ai pas de référence en tant que chercheur. J'utilise des différents types de plateformes qui ont différentes productions d'énergie. Par contre, ce qui m'intéresse en termes robotiques, c'est est-ce que le développement de comportements robotiques peut permettre d'optimiser la consommation énergétique, quelle que soit son origine. Et ça fait partie des fonctionnalités qui peuvent être apportées par la robotique. Et la durabilité, parce que quand vous avez des machines très légères, une transmission, une motorisation sont beaucoup moins soumis, et donc quelque part la durabilité de la machine change. Je ne voudrais pas aller trop loin dans le débat, mais une question aussi importante par rapport à la robotique, c'est l'analyse de cycle de vie dans sa globalité. C'est-à-dire, est-ce que produire un robot, c'est réellement mieux que de faire une grosse machine? Est-ce que produire plusieurs robots qui peuvent s'associer entre eux, parce que c'est des fonctionnalités qui sont rendues possibles par l'utilisation de l'automatique? Est-ce que ça fait sens par rapport à l'empreinte carbone, par rapport à la production? Donc il faut aussi réfléchir à l'ensemble de la filière robotique par rapport à toutes ces composantes-là. Je rebondis. Ce qui me semble important aujourd'hui, c'est d'être capable, en tant que fabricant de machines, d'amener des analyses de cycle de vie, des empreintes carbone des machines qu'on fabrique, mais surtout des empreintes carbone de leur impact sur un itinéraire technique, agronomique. Parce que finalement, une machine, en soi, on peut faire analyse de cycle de vie, mais il faut absolument la mettre dans un contexte de travail avec des outils sur des parcelles et des itinéraires. Et il n'y a que cette approche qui est aujourd'hui plutôt de l'ordre de la recherche, en analyse d'empreinte carbone. Et c'est un sujet clé, puisqu'aujourd'hui, quand on veut décarboner, tout le monde veut décarboner, enfin, il n'y a pas de question là-dessus, mais c'est la machine dans un contexte de travail. Parce que les chiffres ne sont pas les mêmes, c'est ça? Et ça va impacter énormément, Ouais. bien sûr. Et justement, vous avez un regard là-dessus? Oui, c'est pour ça que c'est très très important d'appréhender la robotique dans un système culturel global. Donc il va y avoir l'itinéraire, le type de machine, la façon dont on les utilise, la façon dont on peut optimiser la consommation énergétique. Et je pense que c'est une réflexion qui doit être collective par rapport à l'ensemble des acteurs de cette nouvelle filière émergente. Donc c'est pour ça que avec Colin par exemple on est dans l'association Robagri qui a pour objectif justement de réfléchir à ces différents niveaux-là et cette association porte un grand défi robotique agricole qui a pour objectif justement d'étudier la compatibilité entre de nouveaux itinéraires culturaux, de nouveaux usages des machines, la façon dont les robots peuvent s'intégrer dans des nouvelles façons de produire. Comment on fait pour évaluer toutes ces pratiques nouvelles-là et comment on donne in fine aux agriculteurs les moyens d'appréhender le fonctionnement de ces machines-là, le gain pour eux qu'ils vont avoir et la façon dont on les utilise. Puis il y a aussi un volet important qui est l'innocuité, enfin la garantie de sécurité, de fiabilité de ce type de machine autonome qu'il va falloir garantir. Robagri qui va piloter 21 millions d'euros et ça va être un des sujets de recherche Alors, par rapport au fonds. Le grand défi sur ces fonds-là, ce n'est pas, c'est pas focalisé sur la recherche. Il y a du développement. L'idée, c'est vraiment qu'on travaille à la maturation de ces nouvelles technologies. En marge du grand défi robotique agricole, il y a aussi d'autres actions qui sont plus typées en amont au niveau recherche, avec des plans prioritaires des recherches sur l'agroécologie numérique qui portent un volet robotique, et d'autres actions comme ça. Donc c'est tout à fait un élément nouveau dans le paysage qui permet à la fois d'agréger les compétences des labos de recherche, des constructeurs, des fournisseurs de solutions, des instituts techniques, des coopératives d'agriculteurs, des pôles de compétitivité, pour pouvoir avancer tous ensemble, apporter des référentiels et apporter une réflexion commune sur la mise en place de ce nouvel outil au service de l'agriculture. D'accord. Virgile, vous souhaitiez rebondir? Tu souhaites rebondir? Non, effectivement, donc totalement. Donc quand on parlait d'itinéraire culturel ou autre, je dirais au niveau des machines connectées, plus on aura de la data, plus on aura récolté de la data, on pourra justement optimiser le réglage de la machine. Si je prends un exemple d'un déchômeur ou même d'un semoir, de plus ou moins travailler en profondeur en fonction de l'endroit dans la parcelle. Donc, ça veut dire qu'il faut plein de capteurs. Ouais, donc des capteurs, les différentes datas qui auront été collectées aussi bien avec la moissonneuse-batteuse, aussi bien
avec une station météo connectée ou autre. Donc toutes ces informations-là, ça va permettre justement de les récolter et que la machine, donc intelligente, optimisera donc le travail dans la parcelle. Alors j'ai parlé des 21 millions d'euros, mais c'est pas beaucoup 21 millions d'euros. C'est déjà bien, mais ça va partir de suite. Imaginez qu'il y a une start-up qui s'appelle Farmwise, qui vient de lever 45 millions d'euros aux États-Unis. Et le pire du tout, c'est que c'est les Français qui sont à la base de cette start-up. Ça coûte cher les salaires aux États-Unis. Hein. Alors, est-ce que, voilà, justement, les États-Unis ne sont pas en train de nous devancer alors qu'on a été les premiers? Je pense que sur l'adoption marché, ils se posent beaucoup moins de questions. Les clients sont très pragmatiques, très gestionnaires. Ça va vite. Ils sont aussi sur des cultures spécialisées. Hein. En Californie, dans la vallée centrale, donc il y a de la place pour des startups depuis pas mal d'années et cet écosystème se développe très vite. Les fonds, les habitudes de financement sont très différentes, sont alors peut-être plus accessibles là-bas et j'en suis pas forcément convaincu parce que depuis 2 ans, le financement des startups devient un sujet complexe. Mais c'est une bonne chose, ce sont 2 écosystèmes. On voit que depuis quelque temps, il y a des échanges entre ces écosystèmes. Je vois le salon FIRA qui maintenant a eu il y a eu un événement il y a 2 ou 3 semaines en Californie, donc c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'on va faire un petit peu de fertilisation croisée et c'est une bonne nouvelle. Maintenant, je pense qu'en Europe et en France particulièrement, on a un écosystème très fort. Robagri, j'ai envie de dire, est une pierre dans cette construction. Je pense qu'on a des très bonnes écoles, on a des super ingénieurs, on a des problématiques agricoles, on a des enjeux salariaux de pénibilité dans les exploitations. Donc je veux dire, tout est là pour que ça prenne. On a 47 marques de robots quand même. Hein. Il y a un grand nombre, peut-être, je ne sais même pas si on a compté l'MCAN dedans. Mais les cerveaux ne vont pas partir aux États-Unis, là? On ne va pas rentrer dans une phase de concentration? J'y crois pas. Non, vous êtes optimiste? Non, parce que quand vous impliquez des ingénieurs sur des projets en agricole sur les sujets, il n'y a pas de problème, tout le monde adhère. D'accord. Roland, est-ce que robots et agroécologie peuvent faire bon ménage? Quand on parle d'agroécologie, on parle de nature, etc. On accepte à peine le matériel et les robots, ça va être encore pire. C'est tout l'enjeu d'une partie des recherches en robotique, c'est de voir si les principes de l'agroécologie peuvent être popularisés par l'intermédiaire de l'outil robotique, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'outils qui permettent de démocratiser ces pratiques-là. Par contre, ça veut dire que les robots doivent être capables de reconnaître les différents types de cultures, d'agir de façon très différenciée, à la fois dans le même espace et dans des temps qui sont très proches. Et donc tout le travail, les verrous scientifiques qui sont encore ouverts en termes de reconnaissance de l'environnement, en termes d'interaction avec des objets qui sont déformables, qui sont fragiles, sensibles, donc le vivant. Tout ça, c'est des questions de recherche qui restent à creuser et pour lesquelles, au-delà du grand défi qui a vocation à travailler ces questions-là d'un point de vue pragmatique, il y a aussi des questions de recherche qui sont ouvertes par l'intermédiaire du PEPR et notamment d'un projet qui s'appelle NINSAR qui est là pour regarder si les technologies sont matures et en fait elles ne le sont pas tout à fait, mais pour étudier les verrous scientifiques, pour pouvoir aller plus loin et proposer des solutions qui demain pourront être mises en place sur ces robots-là pour actionner les leviers de l'agroécologie. Alors on voit les sociétés phyto qui ont investi, qui ont capitalement parlant investi dans certaines sociétés très pointues sur le plan de la pulvérisation. Est-ce qu'ils doivent investir sur les robots? Est-ce qu'on va le voir de plus en plus d'ailleurs pour justement assurer une pulvérisation de qualité de la meilleure façon avec un modèle économique du service rendu, c'est-à-dire jusqu'à la fin? On sauvegarde la pérennité des molécules et en même temps on vend un service global avec des pulvérisateurs qui coûtent de plus en plus cher quand même. Tu me poses une question là? Oui. Au-delà de l'affirmation. Donc oui, en tout cas, il y a des potentiels modèles d'affaires d'avenir qui sont en train de se développer, qui sont en train d'être testés. Dans notre groupe, on en teste un actuellement, une collaboration entre la société Berthoud et la société Corteva. Le service s'appelle Longtech, sur un service rendu à la feuille. Je pense qu'il y a un bel avenir, il faut le tester. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à associer la technologie électronique logicielle et les matières actives et cette technologie bio qui est derrière, puisqu'il faut arriver à utiliser de manière efficiente les molécules qui restent
Et il faut arriver à appliquer de façon beaucoup plus précise les doses, et ça va être un levier pour le développement du biocontrôle et des méthodes d'application du biocontrôle. Il faut que tu expliques quand même, Longtech, le principe, comment ça fonctionne. Le principe, c'est qu'en tant qu'agriculteur, vous allez acheter un service d'une parcelle traitée, un prix complet, et derrière, vous allez avoir la meilleure technologie, le meilleur pulvérisateur, qui va être piloté par des gens qui sont formés, notamment des entreprises de travaux agricoles, avec l'expertise agronomique et notamment apportée par des firmes de produits phytopharmaceutiques. Alors, on pourrait croire que la robotique, ça progresse, qu'en France, on est bon, ok, on se fait plaisir là, mais on manque quand même, comme toutes les professions, des experts, et notamment des experts en sécurité logicielle. Oui, donc ça c'est un sujet, effectivement, tout le monde développe ce type de technologie. On a un grave manque de compétences sur ces sujets-là. Enfin, ils existent, mais tout le monde se les arrache. Et il y a beaucoup de formations, et surtout, on a besoin de gens, on cherche toujours des gens avec un petit peu d'expérience. Et donc, on a besoin de sensibiliser. Et je pense que, alors par contre, si on regarde dans le monde du ferroviaire, dans le monde de l'automobile, dans le monde de l'aéronautique ou d'autres industries, ces compétences, elles existent. Moi, je suis plutôt un défenseur d'aller chercher des gens dans d'autres industries parce qu'ils amènent un éclairage. Mais effectivement, le monde ce sujet de la sûreté de fonctionnement en particulier est un sujet un petit peu difficile à aborder parce que très très complexe. Oui, Virgile, tu veux rebondir? Non? C'est une très bonne remarque. Virgile, donc on voit que vous êtes un pur player, on va dire, des outils de travail de sol, semoir, pulvérisateur, pareil pour Excel, donc vous y allez dans la robotique. En revanche, les constructeurs de tracteurs, ils en parlent beaucoup, mais ils n'y vont pas. Ça fait 10 ans qu'ils ont des modèles, ils disent c'est bon, on est prêt, mais on ne les voit pas sur le marché de John Deere. Ça fait 10 ans qu'ils communiquent sur les robots. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Les feintes, pareil, avec leur nuage de robots, etc. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi les majors du secteur n'accélèrent pas? Ils ont encore des tracteurs à vendre. Oui, tant qu'on peut vendre aux agriculteurs qui achètent des tracteurs et des cabines plein pot, pourquoi on irait s'embêter à faire de nouveaux produits marketing, c'est ça? Ils les ont sous le coude ou pas? Réellement, ou ils font semblant? Je pense qu'il y a deux échelles de temps. Je pense qu'il y a aussi un investissement important qui est donné sur les aspects robotiques en pensant à long terme. Mais en développant la robotique à long terme, on a aussi pas mal de retombées sur des évolutions, y compris de tracteurs conventionnels aujourd'hui, qui font qu'il y a une certaine rentabilité aussi en développant ces concepts-là. Sauf que il y a un géant chinois qui risque d'arriver, puisque DJI, justement, travaille beaucoup au travers de sa filiale, donc, et met, je crois, beaucoup d'argent. Et peut-être qu'eux, ils vont précipiter le marché, parce qu'on sait que quand un Chinois arrive avec beaucoup de moyens, ça va faire accélérer tout le monde. Colin? Ouais, c'est un risque. On l'a vu, certains acteurs du drone, il y a quelques années, n'ont pas forcément vu arriver DJI et s'en sont pas forcément remis. Donc il faut surveiller, effectivement. Ouais, c'est vrai et ne pas rester trop dans notre microcosme occidental. Ouais, parce qu'ils peuvent arriver avec des prix qui seront peut-être très agressifs, des technologies assez intéressantes. Vous les surveillez un peu ou pas? Ou vous n'avez pas l'occasion? Les acteurs chinois là-dessus? Oui et non. C'est-à-dire qu'on se voit en termes de recherche dans les colloques scientifiques, donc on sait un peu sur quoi ils peuvent travailler en termes de recherche. Mais après, sur les développements concrets et sur la façon d'attaquer le marché, on a assez peu de visibilité par rapport à ça. C'est LG Dynamics, qui seront d'ailleurs présents ici, sur le salon, pas avec des robots, mais avec des automatismes très clairement affichés. Toute dernière question, puisqu'on arrive au terme de l'émission. Quand on revoit un peu, quand on voit les vidéos de Boston Dynamics, on se dit qu'on est à la préhistoire du robot, même le tien, Virgile, même le Trax. Franchement, les possibilités, on va avoir peut-être des robots beaucoup plus souples, beaucoup plus adaptés à des tâches multiples, beaucoup plus humaines. Comment vous voyez la chose? Oui, en effet. Alors, les robots de Boston Dynamics, ils sont dans des environnements qui sont relativement maîtrisés et contrôlés. Donc, il y a aussi tout un tas de spécificités qui sont apportées par la problématique agricole. Mais c'est vrai que la réalisation concrète et les démonstrations qui sont faites sont très impressionnantes. Mais ça montre réellement le potentiel qu'on peut avoir dans l'exploitation des robots à moyen terme.
Alors à très très court terme, peut-être pas, mais à moyen terme, il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles et qui sont possibles quand on voit aussi tout ce qui est robotique souple, la souplesse qui est apportée dans les capacités de préhension, de manipulation des végétaux. Aujourd'hui, c'est dans le giron de l'industrie sur la mise en place de la préhension d'objets flexibles et fragiles. Mais demain, l'intérêt, c'est de pouvoir l'utiliser directement pour pouvoir traiter les cultures et agir en interaction avec la Terre. Ouais. Moi, je ne suis pas trop inquiet effectivement sur l'évolution des technologies et leur état. L'enjeu, c'est plutôt comment on forme les gens à interagir avec, à les maintenir, à faire du diagnostic, que des revendeurs, des réseaux de distribution appréhendent ce sujet-là. Déjà qu'ils ont du mal des fois à appréhender le GPS. Hein, donc ça on a un vrai sujet. Et puis après, il faut que la partie itinéraire, enfin la partie agronomie, tout simplement, suive. Et ça, on sait que c'est long. Donc là, on a 2 enjeux importants et qui vont être le frein. La technologie, pour moi, n'est pas forcément le problème. Forcément, il faut y travailler dessus. Forcément, il faut y mettre des ingénieurs. Mais c'est pas, je pense pas que ce soit là le point dur. Mais peut-être pour protéger les troupeaux des loups, enfin, il peut y avoir d'autres applications en élevage, par exemple, qui peuvent être très intéressantes. Oui, complètement. En premier lieu, les premiers robots, c'est des robots de traite qui sont arrivés dans les fermes et qui remplissent un certain nombre de services et qui libèrent du temps humain pour justement travailler plus sur la surveillance des troupeaux et sur le bien-être animal. Donc voilà un exemple de la robotique qui permet de libérer l'homme et lui permet de se concentrer sur des tâches qui sont plus valorisables ou plus intéressantes pour lui. Et je rejoins ce que disait Colin, ça passe aussi par la formation. Aujourd'hui, un agriculteur, il sait comment fonctionne son tracteur, il sait réparer son tracteur, il sait le régler, il sait régler ses outils. Il faut aussi qu'il puisse arriver à un niveau de compréhension de ce que peut faire le robot, de comment fonctionne un robot pour pouvoir prendre en main ce nouvel outil et pouvoir s'en servir le mieux possible et l'exploiter du mieux qu'il peut. Bon, Roland Lenain, Colin Chabalier et Virgile Melin, je vous remercie d'avoir débattu ici en direct du CIMA donc sur cette question des robots et du futur. Voilà. Et puis surtout, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci Jean-Paul.